Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va entamer une deuxième table ronde. J'espère que la première vous a séduit dans le cadre du Forum Impulsion 2021, l'initiative de Lucans et de Green Solus en partenariat ce matin avec les Échos, Le Parisien, événement. Tout au long de cette table ronde, vous pourrez participer, poser des questions sur Twitter avec le hashtag Forum Impulsion 2021 ou directement sur le site du Forum. Voilà, n'hésitez pas. On l'a vu ce matin, grâce à nos invités qui étaient là, ici même, à vos places, mesdames et messieurs, construire et rénover les bâtiments publics avec à l'esprit l'impératif de réduire nos émissions de CO2 est essentiel pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050. L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la RE 2020 ou encore l'irruption des bâtiments connectés dessinent des perspectives très prometteuses. Mais le rythme très lent de renouvellement du parc immobilier et sa diversité impose d'imaginer toute une palette de solutions pour s'assurer qu'on réduit effectivement les émissions de CO2, autrement dit qu'on ne déploie pas des milliards d'euros pour une rénovation qui, in fine, nous permette discrètement d'augmenter le chauffage. Pour décrypter ces sujets et comprendre quels outils sont à portée de main, j'ai à mes côtés Monsieur Emmanuel François, président de la Smart Building Alliance. Bonjour. Bonjour. Madame Ella Étienne Denoy, directrice générale de Green Solus. Bonjour Ella Étienne Denoy. Bonjour Sharon. Monsieur Sylvain Prigelet, responsable projet immobilier au sein de la Caisse nationale du réseau des URSSAF. Bonjour. 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 Et à distance, depuis Grenoble, Monsieur Julien Hans, directeur énergie-environnement au Centre scientifique et technique du bâtiment. Bonjour Monsieur Hans. Bonjour Sharon, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer avec une donnée assez intéressante qui a été soulignée par le Haut Conseil pour le climat récemment dans un rapport. Alors, ils évoquent que malgré des efforts importants réalisés pour rénover les bâtiments en France ces dernières années, seuls 0,2% des rénovations dans le résidentiel et le tertiaire sont considérées comme satisfaisantes, c'est-à-dire proches des étiquettes A et B dans le diagnostic de performance énergétique. Est-ce que ça veut dire... C'est une question qui s'adresse à tous, mais on va commencer par vous, Monsieur Emmanuel François. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas les bonnes armes en main ? Alors c'est vrai que c'est un résultat qu'on entend, pas seulement en France. Il y a 15 jours, c'était aussi en Allemagne. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la rénovation thermique et en oubliant quelque part la rénovation des systèmes énergétiques et en oubliant aussi les usages. Et donc l'un doit être lié à l'autre. Si on parle que de rénovation thermique, eh bien on occulte effectivement toute une partie de la rénovation. Quand vous dites les systèmes énergétiques, est-ce que vous, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de rénovation thermique, on pense isoler les bâtiments, changer la chaudière. Les systèmes, qu'est-ce que ça recoupe ? C'est tous les équipements qui contribuent à la fois à chauffer, à refroidir le bâtiment, à contrôler le bâtiment, à avoir un pilotage actif du bâtiment pour optimiser sa consommation énergétique. Et en fait, on est sur des schémas qui sont différents. Dans un cas, on est sur le bâti, et dans l'autre, on est sur les usages. Donc, si vous voulez, c'est complètement différent. Et c'est des modèles économiques qui sont différents également. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur cette... Et en plus, des échelles de temps qui sont bien différentes. Dans un cas, on l'a dit, M. Pelletier l'a bien dit, 30 ans. Dans l'autre cas, on est plutôt sur des échelles de temps de 5 à 10 ans, voire moins, en termes de ROI et en termes de déploiement. Donc vous voyez, aujourd'hui, je pense que le temps est venu d'avoir cette combinaison et cette approche globale, sans mettre de côté la rénovation thermique des bâtiments, mais aussi de passer à l'acte sur la rénovation active des bâtiments, en s'attaquant aux équipements et avec mise en place de solutions numériques pour le pilotage de ces bâtiments. Solutions numériques, pourquoi ? Pour un pilotage intelligent en fonction des usages. On l'a bien vu aujourd'hui, je vais prendre plutôt les exemples de logements sociaux en France ou en Allemagne. Eh bien, on voit bien qu'en fait, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas contrôlé les usages. Et comme les bâtiments sont plus isolés, les gens ouvrent leurs fenêtres, ou chauffent un peu plus parce qu'ils se disent tiens, maintenant c'est isolé, on peut y aller. Et en fait, on arrive à une consommation énergétique qui n'est pas réduite ou peu réduite. Donc, vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers ça. Et c'est avéré, si on assortit les usages, le pilotage aux usages, on arrive systématiquement
à 20% d'économie d'énergie. Ça, si vous voulez, c'est avéré. Beaucoup d'universités ont travaillé là-dessus et ça marche. Hein. Quand je dis les usages, c'est notamment l'absence et la présence. Mais c'est aussi, comme je l'ai dit par exemple, l'ouverture de fenêtres ou d'autres usages. Monsieur Priget, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais... Est-ce que vous arrivez toujours au résultat escompté Alors, non, mais effectivement, là-dessus, c'est effectivement essentiel, puisque quand on... Enfin voilà, on peut faire des travaux sur un bâtiment, on a sur le papier de très bons résultats, et puis on s'aperçoit, alors au début ça marche bien en général, et puis après on s'aperçoit au fil des années que ça peut commencer à remonter les consos, parce qu'effectivement après il y a toute la dimension d'usage qu'il faut prendre en compte. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose maintenant qui est, je pense... Déjà, c'est intégré, qu'il faut le prendre en compte. Après, c'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre en place, notamment sur les systèmes, tout ce qui est autour du digital, parce que ça demande aussi parfois des compétences nouvelles à acquérir pour les gestionnaires immobiliers. Donc, il y a tout un travail à faire. Donc, le résultat n'est pas complètement immédiat. On le sait, il faut aller vers ça. En plus, c'est là où il y a des innovations, c'est là où il y a des perspectives qui sont sans doute les plus prometteuses, mais il y a un temps aussi d'appropriation et de transition qu'il faut avoir. Donc oui, ça, on le sait, il faut l'accompagner. Mais c'est vrai que je pense que ça, c'est une dimension qui est vraiment essentielle, parce qu'à un moment donné, on peut... la performance, il faut la tenir dans le temps. Et c'est ce qui est le plus compliqué. C'est ce qui est le plus difficile, en fait. C'est-à-dire que sur le papier, vous avez une rénovation qui vous permet d'atteindre une baisse X d'émissions de CO2. Peut-être que vous y arrivez, mais au fur et à mesure, la performance peut se dégrader. Elle peut vite se dégrader, et ça suppose plusieurs choses. Ça suppose déjà d'avoir un suivi de ces consommations qui soit renforcé, donc sans doute avec des systèmes plus développés de suivi des consommations. Et puis c'est aussi au niveau après des équipements eux-mêmes, où là il faut aussi avoir des systèmes un peu plus performants et qui nous permettent de mieux contrôler tout ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail, et la difficulté aussi, elle est dans le fait que ces systèmes techniques, ils demandent aussi un suivi. Oui, c'est si vous voyez, il ne faut pas juste se brancher, en fait. Il ne faut pas juste se brancher. Après, il faut être capable de le faire fonctionner, parce que sinon aussi, on peut avoir l'effet contraire. Hein, c'est-à-dire qu'on a des systèmes très performants, mais qui ne sont pas efficaces, juste parce que derrière, on n'a personne qui l'utilise correctement. Donc il y a tout un travail, et c'est vrai que ça demande un peu de temps, mais c'est sûr que c'est la voie vers laquelle... La voie à suivre. Julien, Hans, est-ce que c'est la voie à suivre? Oui, mais je crois que tout ce qui vient d'être dit est parfaitement juste, hein, et c'est valable d'ailleurs par rapport à votre question initiale sur le neuf et sur l'existant. Lorsque l'on est dans une opération, il y a une étape de conception où on doit bien penser les choses. Il y a une étape de livraison où il faut s'assurer que les choses se passent telles que prévues. Et puis ensuite, il y a toute la partie exploitation où effectivement, suivre les performances dans le temps a énormément de sens et nous permettra de tenir les objectifs initiaux. Et est-ce qu'aujourd'hui, on sait dire comment évolue la consommation d'un bâtiment tout au long de sa vie? Est-ce qu'on a tous les capteurs, tous les bons capteurs pour avoir ces informations-là? Alors, ce n'est pas uniquement une question de capteurs, hein, mais en tout cas, c'est une question de moyens et de préoccupations. Ce que l'on sait, c'est que si vous prenez une performance nominale en conception, la partie chantier présente des risques, et il faut progresser sur notre capacité à mesurer que la performance énergétique intrinsèque de l'ouvrage est la bonne. Sur le sujet du tertiaire, on sait que c'est d'autant moins simple on a parlé de la prise en compte des usages, mais il faut aussi s'aligner avec la manière dont on va aménager les locaux, qui n'est pas toujours pensé au moment de la conception du bâtiment lui-même. Donc ça, c'est des soucis à ce niveau-là, par exemple. Et puis, évidemment, pour toute la partie compréhension de ce qui se passe avec les usagers... Vous voulez dire que si on met les open space, ce n'est pas comme des bureaux individuels, si je schématise. Si vous avez conçu votre bâtiment pour y mettre un open space et que l'usager décide de cloisonner, nécessairement, il faut se reposer des questions. La ventilation ne se passera pas de la même manière, par exemple. Donc, ça va que si on n'est pas capable d'intégrer au moment de la conception du bâtiment les grands types de manières de l'exploiter qu'on peut avoir, ça peut être une première source.
Puis ensuite, on vient de l'évoquer, les usagers eux-mêmes vont intervenir. Mais encore une fois, pour tirer les fils et comprendre ce qui se passe, il est clair que la mesure sera un des enjeux, pas forcément des mesures compliquées. Mais il faut analyser ce qui se passe. Ça peut être dû à un équipement mal réglé, ça peut être dû à un équipement qui vieillit, ou ça peut être dû effectivement à des usagers qui interagissent et qui potentiellement rendent le système légèrement dysfonctionnant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on n'y prête pas du temps, de l'attention et que l'on ne remonte pas de l'information, on a une difficulté, et la majeure partie des opérateurs nous remontent ces difficultés. Ils ont des difficultés à comprendre ce qui se passe dans leur bâtiment. Et là, Étienne Denoy, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on vous parle aussi de toutes ces difficultés et qu'est-ce que vous dites à vos clients qui ont des difficultés à comprendre ce qui se passe dans leur bâtiment ? Alors, vaste question, Sharon. Alors, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Moi, j'abonde pleinement dans le sens des interventions précédentes. Alors, d'abord, sur la distinction qui me semble clé qu'Emmanuel François a soulignée entre la rénovation thermique et la rénovation énergétique, et plus largement par rapport à une dynamique de transition environnementale du bâtiment. Comprendre que le bâtiment a finalement un rôle actif à jouer, vous voyez, versus une vision d'un bâtiment qui est un ensemble inerte. Le bâtiment peut avoir un rôle actif, et ce rôle actif au service de la transition énergétique et environnementale, il est permis par le levier numérique en parallèle aux solutions stricto sensu portant sur le bâti. Vous citiez l'isolation sur cette partie-là. Donc avoir une vision proactive du rôle du bâtiment, une vision intégrée du bâtiment connecté et communicant, c'est un point qui me semble indispensable à avoir à l'esprit. Comprendre que le levier digital permet de piloter finement les usages, de réagir au comportement, à la fois à un niveau centralisé du bâtiment, mais aussi potentiellement permettre aux usagers d'avoir eux-mêmes un contrôle sur leur environnement. Ça, c'est aussi un point fondamental. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Frigelet tout à l'heure, il est absolument indispensable que toute la chaîne des acteurs qui interviennent au niveau du bâtiment. Alors, Monsieur Hans parlait de la conception, de la livraison, de l'exploitation. C'est les trois phases clés les trois phases clés d'un projet de bâtiment, que ce soit en neuf ou en rénovation. Au niveau de l'exploitation, on a besoin d'embarquer l'ensemble des acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne. Et on parle d'acteurs qui sont à la fois des acteurs managers, généralistes, mais aussi des intervenants techniques qui ont besoin de maîtriser ces nouvelles innovations, ces nouveaux systèmes, ces nouveaux modèles économiques qui ont besoin d'être... Alors justement, là aussi sur les termes, je suis quelqu'un qui fait très attention à la définition des mots. C'est vrai que sur cette partie-là, il y a d'abord la question de la sensibilisation, sur pourquoi, finalement, c'est la question du pourquoi est-ce que ces systèmes sont pertinents par rapport à d'anciens systèmes et les habitudes qu'on avait prises en matière d'exploitation. Ensuite, la question de la formation, ça c'est la montée en compétences, l'appropriation du savoir, et ensuite l'engagement au service de l'action. Et donc ça concerne toute la chaîne des intervenants au niveau du bâtiment et les occupants. Si les occupants, et c'est ce qu'on fait à travers le programme Impulsion 2021, si les agents de la sécurité sociale ne sont pas pleinement embarqués, les usages dont parlait Emmanuel François tout à l'heure sur le fait de se dire finalement le bâtiment, il est au niveau de la performance, il est absolument nickel, et donc je peux avoir des usages peut-être un peu plus laxistes sur cette partie-là. Si j'ai pas les éléments d'information, mais aussi de compréhension, vraiment, en amont, ça paraît délicat. Alors, je rebondis sur cette nécessité d'aligner un petit peu, d'aligner les intérêts entre le concepteur, la réalisation, la livraison, l'utilisation du bâtiment, enfin, d'avoir finalement une cohérence et des intérêts alignés. Qu'est-ce qu'on a entre les mains pour y arriver ? On parle beaucoup aujourd'hui de contrat de performance énergétique. Emmanuel François, c'est la solution Le contrat de performance énergétique est une solution
je dirais, qui existe et qui a fait ses preuves. Mais comme le dit Ella, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut élargir le sujet. Il faut repenser complètement le bâtiment à l'échelle d'un quartier. Passer le bâtiment, tout à l'heure on l'a dit, penser le bâtiment centre de profit et non pas centre de coût. Optimiser les usages. Tout à l'heure j'ai parlé d'usage, mais c'est vrai qu'on voit qu'un bâtiment est occupé à 33% du temps. À 33% du temps. En moyenne, c'est voilà, que ce soit même le résident. 76% du temps, il est vide. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, répondre à l'enjeu climatique, quand on sait que les bâtiments les bâtiments ou la ville, c'est 70%, plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, que le bâtiment et le transport, c'est plus de 75% ou 73% de la consommation énergétique globale. Eh bien, en agissant sur ces deux éléments, les bâtiments et la mobilité, on répond en grande partie aux enjeux actuels. Et quand on sait que les bâtiments sont utilisés à 33%, que la mobilité est utilisée à 4%, eh bien là, on a tout de suite un vivier énorme. Un vivier énorme. Et ça, c'est possible grâce au numérique. On ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas écrire sur un bout de papier, tiens, je vais réserver cette pièce et pas là. Non, ça ne marche pas. Si par contre, on a une plateforme où on peut réserver à distance, là, ça marche. En temps réel, ça marche. Et effectivement, on peut augmenter l'utilisation des espaces, augmenter l'utilisation de la mobilité, rapprocher les espaces des usagers. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Pelletier, il lançait l'idée qui est déjà courue de tiers-lieux, mais bien entendu, effectivement, il faut élargir les tiers-lieux. Et quand je dis un tiers-lieu, c'est pas uniquement un bâtiment dédié au tiers-lieu. Ça peut être une pièce dans un immeuble, dans un logement social. Vous voyez, c'est ça. Et effectivement, il faut avoir cette approche globale, une approche systémique et globale à l'échelle d'un quartier. On ne peut plus se limiter à l'échelle d'un bâtiment. Vous voyez, donc ça va loin. Donc le contrat de performance énergétique, oui, mais en fait, on pourrait même parler de contrat de performance environnementale, non seulement d'un bâtiment, mais d'un quartier. Et là, on irait beaucoup plus loin. Mais noué entre qui et qui il serait noué entre quels acteurs Eh bien, qu'il lierait tous les acteurs impliqués, toutes les parties prenantes dans un bâtiment ou dans un quartier. Donc, ça veut dire les usagers, mais aussi les prestataires de services, la collectivité. Et là, si vous voulez, c'est aller sur des nouveaux modèles économiques qui associent tous les acteurs sur cet objectif. Alors, je ne veux pas aller trop loin, puis on en reparlera peut-être plutôt tout à l'heure, mais effectivement, je souhaite parler de ces modèles économiques qui sont importants et qui doivent être basés non plus sur la propriété, mais sur les usages et sur une économie de l'usage. Par contre, juste pour introduire le sujet, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, le numérique est incontournable. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a encore un peu mis de côté. On s'est focalisé sur la rénovation thermique des bâtiments. C'est une très bonne chose. Mais pour moi, je dirais, l'urgence à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, c'est de déployer dans tous les bâtiments, maintenant, cette fameuse infrastructure numérique qui va permettre de collecter des données, de piloter les bâtiments de manière active, de les intégrer de manière homogène dans des quartiers. Notamment à l'heure de la mobilité électrique, c'est le titre des Échos aujourd'hui, eh bien, il est clair qu'on arrive dans une impasse sur le pilotage énergétique au niveau des bâtiments et des quartiers si on n'accompagne pas cette mobilité électrique. Eh bien, bien entendu, il faut que les bâtiments qui vont recevoir cette mobilité électrique soient capables de gérer cette mobilité électrique en temps réel et donc d'anticiper les besoins énergétiques ou les besoins de consommation énergétique. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, je dis à l'instant, la première urgence, c'est de déployer cette infrastructure numérique et s'appuyer sur l'efficacité énergétique pour, d'un coup, apporter efficacité énergétique et numérique. Et c'est possible avec des modèles économiques innovants. Vous voulez dire qu'en fait, si on fait cette transition énergétique, on crée des bornes de recharge dans les sous-sols pour les véhicules électriques, mais qu'on n'est pas capable d'anticiper la consommation, de bien piloter tout ça, finalement, on n'a résolu qu'une petite partie de l'équation. Très succinctement, c'est-à-dire que si on met une borne de recharge, ça ira. Si on en met deux, ça va être, suivant la taille du bâtiment, ça va être plus complexe. Et si on en met une par place de parking, c'est clair que ça ne marche plus du tout. Et même à 30% des places de parking, ça ne marchera pas si tout le monde veut charger son véhicule en même temps.
Et puis, si ça marche, dans ce cas-là, ça va coûter beaucoup plus cher en termes de contrats d'abonnement. Et il faudra effectivement agrandir le réseau. Donc, si vous voulez, il y a un vrai sujet. Et ce sujet, il est maintenant. Hein. C'est dans les 3 à 5 ans qui viennent. Monsieur Prigelet, est-ce que c'est des réflexions que vous avez ou est-ce que finalement ces sujets sont encore assez prospectifs ? Tel qu'énoncé là, ça reste un peu prospectif. Nous, c'est sûr qu'à notre échelle, on a un parc immobilier, c'est à peu près 380 000 m². Donc, c'est pas non plus un très très gros parc immobilier. Et donc, mais on réfléchit effectivement assez modestement quand même, on réfléchit à l'optimisation des usages et à voir ce qu'on peut faire pour mieux utiliser nos surfaces. Parce que effectivement, votre constat est tout à fait... Enfin, voilà, on ne peut que le partager. Après, voilà... se projeter à ce niveau de la ville, du quartier, de la ville, ça reste encore peut-être un peu loin. C'est de la fiction encore pour vous. C'est pas de la fiction, non, c'est pas de la fiction, c'est juste que c'est pas un horizon très proche, on va dire, pour nous, parce que déjà il faut s'approprier et on commence déjà par réfléchir à comment on peut optimiser nos surfaces, comment on peut utiliser nos usages. Ça veut dire peut-être mutualiser des surfaces déjà dans un premier temps avec d'autres organismes de sécurité sociale, hein, et puis après vers d'autres acteurs publics, et puis comme ça, c'est-à-dire que voilà, on réfléchit étape par étape comment on peut réussir petit à petit à aller vers effectivement vers cet horizon, on va dire. C'est pour nous, voilà, c'est plutôt pour l'instant un horizon, et puis on essaye d'y aller étape par étape. Ouais. D'accord. Alors, et là, Étienne Denand, on a beaucoup parlé de la nécessité d'avoir une approche cohérente. Comment on fait dans un immeuble de bureau où on a différentes sociétés, différents modes de travail? Comment on fait pour éviter l'effet tour de Babel? Comment on fait pour avoir une approche cohérente sur ces sujets très structurants de baisse des émissions de CO2? Alors déjà, je pense pour réconcilier les deux interventions qu'on vient de voir. Alors moi, Vous êtes une réconciliatrice. Oui, alors en tout cas, qui crée des ponts et une facilitatrice et l'accélération du changement. Moi, je pense tout en étant dans l'approche étape par étape, et je me mets à la place de Monsieur Prigelet qui est sur le terrain avec les caisses de sécurité sociale et sur le fait de transformer et dans une dynamique de conduite du changement d'un parc immobilier. Vous disiez que c'est un petit parc, mais bon, 300 000 m², ça fait quand même des projets, qu'il est possible de réconcilier cette approche étape par étape, très concrète, avec un horizon de temps court, et la vision vers laquelle on souhaite aller, sans être dans une dynamique où on se dit c'est de la prospective ou de l'imaginaire. On n'est pas dans de la science-fiction. Et on le voit dans des projets innovants, des projets démonstrateurs, qui font la démonstration de la vision qui a été énoncée, et qui ont vocation à être répliquées, voire massifiées à travers les territoires et des villes et des collectivités. On pourrait citer d'ailleurs la ville de Nevers, par exemple, qui est précurseur sur ces sujets-là, ou La Rochelle, les territoires. Alors, on reviendra sur Nevers, et je laisserai d'ailleurs Emmanuel voilà, donner quelques éléments sur Nevers, parce qu'on avait eu l'occasion d'être ensemble sur le sujet. Mais donc la réconciliation de l'approche étape par étape et de la prospective, à mon sens, est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, le CSTB, notamment en partenariat avec l'ADEME, et je parle sous le contrôle, bien entendu, de Julien Hans, est au cœur de cette dynamique de prospective concrète. Alors on pourrait se dire comment est-ce qu'on fait, mais on est en plein dedans. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant de souligner, c'est qu'en fait, le sujet énergétique, c'est le point d'entrée d'opportunités pour tout un ensemble de services à l'échelle du bâtiment, pour les usagers et pour l'ancrage local du bâtiment dans son quartier. Et une fois qu'on a compris ça, avoir une vision intégrée des projets, profiter d'opportunités de travaux
qui sont d'ores et déjà prévus dans les schémas directeurs immobiliers, profiter d'opportunités d'action pour intégrer des éléments de vision, tout de suite ça devient plus concret. Alors la porte d'entrée sur l'énergie, vous pouvez me dire Sharon, oui mais l'énergie, en quoi est-ce que ça nous concerne finalement directement, parce que ce qui est un déclencheur du changement et au sein du programme Impulsion 2021, nous travaillons sur le volet comportemental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que les agents et les usagers aient envie de... C'est une très bonne question, parce qu'en fait, finalement, quand vous êtes chez vous, si vous ouvrez la fenêtre, vous payez la facture. Si vous êtes au bureau, vous ouvrez la fenêtre, vous n'en voyez pas la couleur. Alors, qu'est-ce qui fait le vrai sujet, Sharon, par rapport à la transition énergétique, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse pas à la transition énergétique pour la planète. Le sujet n'est pas de sauver la planète. La planète, la biosphère se portera très bien. Et je pense qu'autour de la table, tout le monde sera d'accord pour dire que la planète s'est toujours adaptée au changement. Il suffit de regarder notre histoire. Elle sera un peu moins bleue, peut-être un peu plus cramoisie, ça c'est sûr. Par contre, celles et ceux qui vont en pâtir, c'est nous. C'est les êtres humains, c'est nos activités économiques, nos activités en société, et c'est pour ça qu'on travaille la question de l'énergie. Et la question de l'énergie, c'est avant tout une question de confort dans les bâtiments. C'est une question de régulation de température. Et ce qu'Emmanuel soulignait, c'est que c'est le point d'entrée aussi pour beaucoup d'autres sujets. Le sujet de la qualité de l'air, par exemple, qui aujourd'hui est mal connu, méconnu d'ailleurs. On parle beaucoup de la pollution de l'air extérieur, mais quid de la qualité de l'air intérieur des bâtiments, qui est un vrai sujet. Le service, pour revenir sur le point par rapport à la prospective et l'ancrage d'un bâtiment dans son quartier, dans son territoire, le fait d'avoir un bâtiment bien équipé, bien piloté, qui est dans une dynamique de mesurer les choses et de finement monitorer les usages, c'est aussi un bâtiment qui peut rendre service en interne auprès des usagers, mais au niveau du quartier par des dynamiques d'agrégation, par exemple, des services au réseau. On a parlé en France, oui. Alors c'est passé un petit peu inaperçu, mais Sharon, les Échos avaient sorti d'ailleurs un article sur le sujet. On avait parlé à un moment d'une éventualité de blackout énergétique en France. Sur l'année 2020 par rapport à des consommations hors normes. Le blackout énergétique dans notre esprit en France, c'est des sujets qui se sont passés aux États-Unis ou dans d'autres pays. On n'imaginerait pas que dans notre pays ou en Union européenne, ça puisse arriver. Si on doit anticiper ce genre de risque, ça peut être pas mal qu'à l'échelle micro, oui, on ait des moyens de backup. De répondre et de s'effacer. Parce que dans la dynamique d'agrégation, il y a la question de l'effacement. De l'effacement qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir, l'effacement. Alors, avant de parler d'effacement, je voudrais revenir avec vous, monsieur Emmanuel François, pour revenir sur l'exemple de Nevers. Vous avez tendu une perche, je la prends. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Nevers ? Oui, il y a effectivement un président d'agglomération qui a bien compris l'enjeu digital. Je l'ai rencontré plusieurs fois au CES, donc ça m'étonnait effectivement qu'un maire d'une collectivité aille au CES régulièrement. Et en fait, il a compris ces enjeux. Et maintenant, aujourd'hui, il veut les déployer à l'échelle de sa ville, à l'échelle de son agglomération. Et j'ai participé effectivement même au conseil municipal, enfin au conseil de l'agglo, et j'ai vu qu'effectivement tous les maires environnants avaient compris cet enjeu et veulent mettre l'agglomération dans l'ère du XXIe siècle. Alors ça commence par, effectivement, rénover des quartiers avec des bâtiments qui vont être beaucoup plus hybrides. Aller vers des quartiers hybrides, avec alternance, espace de travail, espace de logement, espace de vie. Quel apport cette hybridation peut avoir sur nos émissions de CO2 ? Eh bien, c'est ce que je disais en préambule, c'est l'optimisation des espaces. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait d'une école, eh bien, comme l'avait dit, je ne sais plus tout à l'heure quelqu'un, effectivement, c'est l'école, elle n'est pas fermée à 18h ou à 17h, elle devient un espace de travail ou un espace de formation après. Et donc, l'objet, c'est d'avoir des écoles augmentées. Donc, il y aura un investissement supérieur en matériel audio, vidéo. Mais cet investissement supérieur servira déjà aux élèves, parce qu'ils pourront avoir de l'enseignement à distance, assister enfin, utiliser ces outils, mais servir aux résidents
pour de la formation, pour de la culture, pour des échanges. Et ça sera payant. Ça sera une ressource pour la collectivité. C'est un exemple, oui. mais on peut étendre ça à beaucoup d'autres cas. Et je pense que là, il y a un vrai sujet. Donc, il y a plusieurs projets. Il y a le projet Cobalt, il y a le projet Colbert. Le projet Cobalt, c'est rénovation d'une caserne, une grande caserne. Et là, c'est espace militaire, espace de travail, il y a même un campus universitaire numérique, espace d'incubation, de start-up, un espace R&D associé avec l'université, enfin les écoles, et le tout relié avec une navette autonome qui va jusqu'à la gare pour relier ces quartiers entre eux et créer vraiment du lien. Donc on voit en fait que il a cette vision de mixité et de proximité avec un seul objectif, c'est plus d'activité, hein, et une adhésion sociale, et puis remonter un peu le niveau de Nevers, en le rapprochant et en le rendant plus séduisant, et en faisant en sorte que des Parisiens ou autres viennent vivre à Nevers. Et je pense qu'aujourd'hui, il est en train de réussir son pari. Pour la première fois, la ville de Nevers a gagné des habitants. Voilà. C'est un pari très ambitieux. Julien Hans, je voyais dans la Convention citoyenne dans la loi climat, je me mélange, l'éventualité qu'on ait demain des bâtiments mixtes, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois logement, mais puis qu'ils puissent devenir demain bureau et revenir logement. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va dans le sens de cette dynamique qu'on décrit là ? C'est une bonne idée. Je crois qu'il faut qu'on la passe au prisme aussi des grands objectifs. Tout à l'heure, on disait bien, il n'y a pas que le sujet des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, mais restons sur ce sujet des gaz à effet de serre juste un instant. Sur les bâtiments neufs, on l'a dit, aujourd'hui, on sait qu'ils sont performants en réalité. Nos bâtiments neufs sont performants, il faut se le redire. Et si on souscrit tous à l'idée que le sujet aujourd'hui, c'est de garantir la performance énergétique, c'est justement parce que quelque part, ils ont énormément progressé ces 20 dernières années. On l'a dit aussi, l'enjeu, c'est de rénover le parc existant. Il faudra le rénover plus fort et il faudra le rénover avec le bon niveau de performance. Mais ce qui a été dit ensuite, quand on passe aux échelles supérieures, et je souscris complètement à tout ce qui a été dit, pour prendre ces décisions-là, il faut quand même se remettre quelques ordres de grandeur en tête. Et si on parle d'émissions de gaz à effet de serre, les avons-nous ? Combien émet un citoyen chaque année en tonnes de CO2 ? Parmi ces tonnes de CO2, combien sont imputables à notre acte de construire ? Il faut déjà qu'on comprenne bien ça. Un citoyen aujourd'hui, c'est on va dire entre 11 et 12 tonnes. Le bâtiment ramené à l'individu, ça représente à peu près 3 tonnes. Si on regarde les échelles supérieures, ce à quoi nous invite M. François, et il a bien raison, si on commence à regarder le déplacement, le quartier, les espaces publics, les déchets que ça génère, encore une fois la mobilité induite, on s'aperçoit qu'on a probablement 50% des émissions de CO2 d'un citoyen qui est concerné. Alors est-ce que c'est une bonne idée de faire de la mixité ? Reprenons les ordres de grandeur. Un bâtiment neuf aujourd'hui, en exploitation, on va être sur des 4, 6, 8 kilos de CO2 par mètre carré par an. La réalisation d'un ouvrage, au mètre carré, on va être sur des 600, 700, 800 kilos de CO2 par mètre carré. Ça veut dire, par exemple, qu'une infrastructure, une place de parking, par exemple, on va estimer ça à 300 kilos de CO2 par mètre carré. C'est considérable. Donc, on a bien raison, M. François a bien raison de nous dire, la mutualisation, c'est ça. Si je n'utilise que 30% et que ça me coûte 400 kilos de CO2 pour l'investir, il faut absolument que je le mutualise. Alors, un exemple que j'aime beaucoup en tant que Grenoblois, c'est que le parking du Stade des Alpes est juste à côté du parking des bureaux de la métropole. Et bien évidemment, ces deux parkings ne sont jamais pleins en même temps. Ils sont vides les jours de match dans les bureaux et inversement la semaine. Donc, je crois que avoir de l'impact sur le réchauffement climatique, c'est bien évidemment réfléchir aux échelles supérieures, mais surtout avoir des éléments et des ordres de grandeur pour nous guider. Et on sait tous aujourd'hui que ce soit comme citoyens dans nos gestes du quotidien ou comme professionnels dans nos décisions, dans les conceptions, dans les choix des produits, nous manquons aujourd'hui d'éléments pour les établir. Et bien évidemment, la réglementation environnementale qui nous invite à mesurer les gaz à effet de serre va changer beaucoup de choses par rapport à ça. Et puis je crois que Ella l'a très bien résumé aussi. Attention, là je focalise sur du CO2, mais pensons tout ça dans une démarche globale. C'est le confort, c'est les services apportés aux occupants. Donc finalement, ce n'est pas trop le CO2 du mètre carré construit qui m'importe.
C'est quel service j'amène et quelle empreinte carbone de ce service-là. Et puis quels autres services je peux amener. Parce que sinon, systématiquement, quand je vais faire des aménagements végétalisés, ça va me coûter du carbone et en même temps, ça va m'amener un peu de biodiversité, un peu de fraîcheur, etc. Donc je crois que cette approche globale n'en est qu'à ses débuts, mais il va nous falloir prendre l'habitude de bien mesurer ce que nous faisons pour bien mesurer les différents actes de conception, les choix de technologie. C'est peut-être probablement, Monsieur François, si vous le permettez, le seul bémol que je mettrai sur l'apport du numérique. Je suis convaincu de l'utilité du numérique dans les sujets de rénovation et d'exploitation. Mais de la même manière, il faudra mesurer que les capteurs que nous mettons en place et les mesures que nous réalisons sont bien en face de gains à attendre. Et par exemple, s'il s'agit de mutualiser des parkings, on n'a aucun doute sur l'intérêt de mettre des instruments pour mesurer leur taux d'occupation. Il y a peut-être des sujets où il faut être vigilant, je dirais, entre ce que cela nous coûte et ce que cela nous apporte. Bien sûr. Donc du numérique, oui, mais pas à tout prix. C'est ce que je comprends. Hein. Pour sortir du sujet du bâtiment, à l'été dernier, j'ai vu passer une innovation du maillot de bain connecté qui permettrait de savoir à quel moment remettre de la crème en fonction. Je ne suis pas sûr que là, on soit sur un sujet vital du point de vue du numérique. Bon. Mais pour ce qui est de la gestion des bâtiments, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, pour peu que l'on garde bien en tête que dans tout ce que l'on fait, il y a un poids environnemental à ce que l'on fait, qu'il y a des serveurs, il y a des choses comme ça. Donc tout ça n'est pas complètement gratuit du point de vue de l'impact environnemental. Si on a le bon sens de peser les coûts et les bénéfices, je pense qu'il y a énormément de sujets sur lesquels le numérique aura un apport extrêmement vertueux. Merci. Alors, Monsieur Prigé, je reviens à vous, parce que on l'a évoqué, pour que ça marche, il faut que les usagers, les utilisateurs des bâtiments, ils gagnent quelque chose finalement, ils gagnent du confort, ils gagnent des services. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que vous y gagnez et comment, sous quels aspects est-ce que vous y gagnez? On le voit, très clairement, déjà, on le voit quand on a des bâtiments qui sont rénovés. On voit effectivement, alors ça joue sur plusieurs aspects, le confort thermique, parce que quand on a c'est jamais agréable quand on est dans une passoire thermique, on a toujours froid ou trop chaud parce qu'il faut mettre les chauffages à fond. La qualité de l'air. Effectivement, la qualité de l'air, c'est un point qui est effectivement essentiel. C'est invisible, mais on a du mal à bien le mesurer, mais on voit bien que c'est extrêmement important. La lumière aussi, c'est vrai que ça, c'est un point qui est important, c'est que tous ces sujets de sobriété énergétique aussi, il faut les voir aussi comme effectivement une augmentation du confort et de la qualité de vie au travail pour tout le monde. Donc ça, c'est effectivement un point qui est extrêmement important et je crois que ça on le constate quand on voit des rénovations qui sont réussies, on voit qu'il y a une amélioration sensible du confort et de la qualité de vie au travail pour les occupants, parce que effectivement l'air est de meilleure qualité, la lumière aussi. La lumière, ça joue beaucoup sur quand on travaille, le bien-être au travail, c'est effectivement extrêmement important. D'accord, donc ça change concrètement la donne. Et je rebondis, parce que c'est un sujet qui a été longuement évoqué par M. Pelletier durant la première table ronde, et je suppose qu'il est très structurant. Est-ce que le télétravail change la donne dans la manière d'envisager tous ces défis de transition énergétique de vos bâtiments? Oui, c'est sûr que là, le télétravail, mais M. Michon l'avait aussi évoqué tout à l'heure au niveau de la CNAV, c'est pas très différent du côté URSSAF. En fait, c'est déjà des choses qui existaient avant la crise sanitaire. Là, c'est vrai que ça a été un peu un accélérateur, et du coup, il faut s'en saisir. Et puis, du coup, ça repose effectivement des questions d'optimisation des usages, parce qu'effectivement, plus de télétravail, ça veut dire aussi qu'on a des taux d'occupation de nos bâtiments qui vont diminuer.
on a des surfaces qui sont là. Un bâtiment, ça a quand même cette particularité, c'est que ça se découpe pas en tranches. On peut pas vendre ou difficilement vendre un dixième du bâtiment et puis garder juste la surface dont on a besoin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de nos surfaces excédentaires? Comment on peut les mutualiser? Quels espaces on peut trouver? Et puis c'est vrai que le télétravail, c'est aussi des nouveaux usages, parce que ça veut dire que quand on revient sur site, on travaille plus pareil parce qu'on est moins dans son bureau à travailler seul, mais plus en échange dans des espaces collaboratifs. Donc du coup, le besoin d'espace se transforme. Donc il y a tout ça à prendre en compte, et c'est des sujets qui sont liés, de toute manière, oui, qui sont... Et Étienne Denoy, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis complètement en phase avec Monsieur Priget. Je pense que sous les notions de mutualisation, d'optimisation des usages, il y a la question fondamentale de la destination des espaces. À quoi ils servent? À quoi ils servent et pourquoi on s'y rendrait? Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a connu une généralisation de l'échange digital, comme ce on vit maintenant depuis plus d'1 an, pourquoi se rend-on dans tel espace? Et Monsieur Lemay avait mis le doigt dessus en introduction sur le fait que le travail en présentiel ne sera pas de la même nature nécessairement que le travail en distanciel. Donc cette question de la destination est importante. Et puis, je pense aussi de se dire quelles sont les opportunités liées à cette optimisation, cette mutualisation. Et quand je parle d'opportunités, c'est opportunités économiques. Parce que le volet financier qui sous-tend tout ce qu'on est en train de se dire est important. Des investissements plus importants sont requis. On connaît les contraintes budgétaires des acteurs du secteur public et puis également des acteurs du secteur privé. Donc l'invention de nouveaux modèles économiques, notamment en capitalisant sur le levier numérique en matière de services, en matière de nouvelles formes d'échange, en matière d'ancrage dans le quartier, d'ouverture des bâtiments sur le quartier. Ça peut être un levier finalement pour un levier de financement innovant supplémentaire, absolument. Et pour reprendre ce qu'Emmanuel disait, passer d'un centre de coût à un centre de profit. Parce qu'aujourd'hui, le volet immobilier dans les états financiers des entreprises ou dans la comptabilité publique, c'est un centre de coût. Travailler cette nouvelle comptabilité des bâtiments, c'est aussi quelque chose qui est lié au sujet dont on parle et dont la première étape est la question énergétique. Donc vous voyez, ça va assez loin. Donc tout dépend comment on prend la question de la transition énergétique et environnementale. Et je pense que cette vision intégrée, vision globale, est celle qui est la plus fertile en matière d'opportunités, et c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui à travers les territoires. Monsieur Emmanuel François, quel modèle économique, justement, pour rebondir sur ce qu'évoque Étienne Denoy, quel modèle économique pour éventuellement demain utiliser des écoles pour d'autres usages, utiliser des bâtiments tertiaires pour un usage très différent? Est-ce qu'on a déjà des clés? Est-ce que ça existe? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, on est proche d'avoir ces modèles économiques. Effectivement, il faut les implémenter. Je vais prendre l'exemple de la ville de Montréal, oui, avec le Living Lab Montréal. C'était Louise Gay qui avait présenté aux universités d'été de l'ASBA il y a 3 ans déjà son projet, et aujourd'hui il est opérationnel. C'est donc des espaces à l'échelle de la ville de Montréal, de bâtiments publics mais aussi privés, qui sont justement mises à disposition avec bien sûr des serrures connectées, des systèmes bien tracés. Donc elle utilise la blockchain pour authentifier les passages des personnes dans ces espaces. Donc on est sûr qu'effectivement c'est eux et ils sont passés de telle heure à telle heure. Mais ça permet effectivement d'optimiser les espaces à l'échelle de la ville de Montréal. Et cette plateforme, elle est étendue même à la mobilité, avec notamment Moving On, l'action de Michelin. Donc vous voyez, là on arrive justement à cette optimisation à la fois de la mobilité et des espaces. Et je pense que c'est fait à Montréal. Écoutez, moi je pense qu'on pourrait le faire dans d'autres villes, notamment à Paris, mais ailleurs.
Ce matin, Christian Kerangal citait, je crois que c'est dans... Je me demande si ce n'est pas dans les Échos, justement, encore, que avec le télétravail, on avait une réduction forcément des immeubles de bureaux. Il parle d'une baisse de 14% de la demande chaque année, 3,3 millions de mètres carrés à l'échelle de Paris, ou de l'Île-de-France, et avec des bâtiments qui vont augmenter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien situés, mais surtout, ils ont une aptitude à rendre des services. Donc, ils sont, entre guillemets, ready to service, comme on le dit à la SBA, avec tous ces services. Pas uniquement les services énergétiques, mais les services à la santé, les services à la sécurité, les services d'optimisation des espaces, etc. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, vont être condamnés. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui, à mon avis, doit tous nous interpeller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bâtiments, c'est le bas de bilan des banques, c'est le bas de bilan des assurances. Et si vous voulez, bien entendu, ces bâtiments qui vont subir une obsolescence, et une obsolescence programmée, mais pas à 5 ans, à 1 an, eh bien, aujourd'hui, il faut l'anticiper. Parce que, et les organismes financiers doivent l'anticiper. Parce que sinon, c'est vrai que les commissaires aux comptes vont faire une dépréciation de ces comptes et il y aura effectivement des conséquences. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité, et ne serait-ce que sur cette obsolescence programmée des bâtiments, il y a forcément nécessité à les upgrader, à apporter ce niveau serviciel. Vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de subventions. Oui, mais en fait, à mon avis, le meilleur modèle économique, c'est simplement d'aller vers cette valeur servicielle et de tirer des modèles économiques autour de cette valeur servicielle. Il n'y a pas de choix. Dans la ville de Montréal, concrètement, on paye pour accéder à ces, oui, c'est une plateforme, c'est ça. À ces espaces, c'est exact, ça Exact, c'est une plateforme et on paye à l'usage. C'est les particuliers, les entreprises. Et c'est une plateforme qui est, que je dis, méta-plateforme, qui va venir donc s'interfacer avec différents espaces de coworking, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. Parce qu'à l'échelle d'un bâtiment, c'est vrai que sinon, on va dire, je vais dans tel espace de coworking ou tel espace de coworking. Mais au global, il faut aller vers l'usager, il faut se mettre à la place de l'usager. Et l'usager, lui, il va vouloir, en fait, avoir le choix sur les modes de mobilité et sur les modes de coworking, entre autres. Et puis, on parle du coworking, mais c'est aussi le co-living, puis c'est même les commerces. Le commerce, également, va devoir se remettre à la mode et à la maille du digital et du sharing. Ça va être maintenant, bientôt. Il y a quand même quelque chose qui interroge dans le sharing, comme vous l'appelez, de partager le bâtiment. Dans le covoiturage, ça se comprend très bien, dans le covoiturage, parce que si ma mémoire est bonne, en France, le covoiturage, c'est né d'une concurrence de la SNCF, avec des prix moins chers que les billets de train. En France, l'électricité reste peu chère. Est-ce qu'on a un terrain qui est finalement assez incitatif pour passer ce cap, Elaïtane Denoy? Alors, excusez-moi. Allez-y. Vous parlez de covoiturage, mais c'est pas que le covoiturage, c'est le partage de mobilité et mobilité multimodale. Et cet exemple, ce modèle, on peut l'appliquer au bâtiment. Alors ensuite, vous parlez du coût énergétique, mais une fois de plus, on l'a dit tout à l'heure, l'énergie est un levier, mais ce n'est pas uniquement le seul levier. La santé et le bien-être, c'est non moins important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dis, il faut impliquer tous les acteurs, y compris les mutuelles. Les mutuelles, elles vont être intéressées à des bâtiments qui seront effectivement sains, parce que le taux d'absentéisme va diminuer. Aujourd'hui, on a un taux d'absentéisme de combien ? Eh bien, c'est 4,5%. 4,5% dans le privé, et je crois que c'est 9% à l'échelle des collectivités. C'est pas possible. C'est de la non-productivité. Eh bien, bien entendu, on peut effectivement aller travailler sur cet absentéisme par effectivement des bâtiments où il fera bon travailler. Et si vous voulez, moi j'irais même travailler plutôt dans ces bâtiments-là que de rester chez moi, parce qu'effectivement, je me sentirais à l'aise. Vous voyez, donc tout est en train de changer. Tout à l'heure aussi, sinon, on parlait de changement des espaces. Bien entendu, aujourd'hui, on est plutôt sur 20% d'espaces privatifs de bureaux, et 80% d'espaces de bureaux et 20% d'espaces collaboratifs. Eh bien, ça, c'est l'inverse. On doit passer à 20% d'espaces privatifs et 80% de collaboratifs. Donc, il y a là aussi un gros chantier à faire. Parce qu'effectivement, on ne va plus aller au travail comme on ne va plus aller à l'université
pour uniquement suivre des cours ou être dans un bureau. C'est pour faire du collaboratif, pour travailler ensemble et avoir, je dirais, bénéficier de cette intelligence collective dont on a besoin, qui est sur le site. Julien, Hans, qu'est-ce que vous en pensez ? À quelle échéance on peut s'attendre à voir toutes ces transformations, on parle de Montréal, on parle de Nevers, mais pour l'instant, c'est des petits exemples. Est-ce que, à quelle échéance on peut espérer voir tout ça se matérialiser ? Et quels sont les premiers pas, finalement, qui sont les plus faciles à faire pour avancer dans cette dynamique ? Les échéances seront quand même liées aux moyens que l'on mettra. Je crois que le sens de l'histoire est en réalité écrit. Et tout à l'heure, quand Étienne Denoy nous dit la planète se portera bien, c'est vrai qu'on voit bien qu'on mélange des échelles de temps assez différentes. Je vais me décaler un instant sur l'économie circulaire. On voit bien, Emmanuel François nous invite à réfléchir sur les usages. Et il est complètement dans la cible. Mais un usage aujourd'hui, c'est volatile. C'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est peut-être même plus court. On le voit bien avec la crise sanitaire. Nos usages vont évaluer très rapidement. Mais un bâtiment, une structure, c'est 50, c'est 70 ans, c'est 90 ans. Donc, il va falloir penser demain, dès aujourd'hui. Nous ne pouvons plus construire les ouvrages tels que nous les construisons aujourd'hui. Rendez-vous compte, quand même, on détruit des bâtiments à la dynamique, on casse des bâtiments. Je veux dire, on fait ça quand même. Et quand on regardera ça dans les documentaires d'histoire dans 30 ou 40 ans, on regardera ça comme un fonctionnement kolkhozien. On se disant, oui, c'est vrai, on a fait ça, oui. On a fabriqué des bâtiments, et puis quand on n'en avait plus besoin, on les déconstruisait. Donc, tout ce qu'il y a est à la fois du bon sens, et en même temps, la vraie question, c'est quels moyens on y met. Alors, le moins trivial dans l'histoire, c'est ce qu'a dit M. François, c'est comment on crée un modèle économique où on implique tout le monde. J'ai en tête que la théorie est assez simple. Une étude économique finlandaise qui date maintenant de probablement 15 ans mentionnait que dans des bâtiments de tertiaire, la règle des 1,5-200, c'est 1 euro investi à la conception, 5 euros dépensés pour la partie d'exploitation de cet ouvrage-là sur une trentaine d'années, et 200 euros de flux financiers liés à son fonctionnement, donc les salaires. Et donc là, on va y retrouver effectivement l'absentéisme, l'efficacité. Et aujourd'hui, on est complètement orienté sur cet euro investi, et comme on disait tout à l'heure, on ne le mutualise même pas à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier. Donc votre question n'est pas triviale. À quel moment on s'y met ? Je crois que c'est une question aussi d'investissement et de recherche. Je tiens ici à rappeler que nous sommes quand même sur un segment industriel, le bâtiment, qui est quand même à haute sinistralité aujourd'hui, 7% à peu près du chiffre d'affaires, et puis un taux de R&D sans trop se tromper, entre 0,2 et 0,5% du chiffre d'affaires. Donc si on veut que ça évolue vite, il nous faut aussi tester, créer des démonstrateurs. Je sais qu'en ce moment, on a des projets sur les écoquartiers. On va faire des simulations d'émissions de gaz à effet de serre sur du quartier pour comprendre ce qui se passe et vérifier très vite quelles sont les bonnes idées. Et tout à l'heure, Étienne Denoy nous invitait à réfléchir en prospectif et en conséquentiel. Parce qu'attention, si j'engage un choix aujourd'hui sur 10 millions de logements ou sur 500 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires, il ne s'agira pas d'avoir eu une fausse bonne idée. On a tous en tête qu'à l'après-guerre, nous avons reconstruit pour loger les gens, et l'idée était excellente, il fallait remettre les gens dans des logements décents. Sur la cartographie et la radio du parc existant aujourd'hui, ces bâtiments construits entre 1950 et 1970 sont aujourd'hui la catastrophe de consommation d'énergie que l'on a à gérer. Donc il va falloir aller vite, et il va falloir aller penser tout de suite avec les contraintes de demain. Donc c'est un challenge, je le vois comme un challenge, je ne suis pas fataliste, mais clairement il va falloir investir aussi un peu d'argent pour que des initiatives comme celle de Montréal ou d'autres, il y en a je crois dans pas mal de régions, beaucoup d'activités pour tester des choses. Il faut tester massivement sur le terrain et on aura des bonnes nouvelles. Et sur les modèles économiques, Julien Hans, est-ce qu'on a des clés, est-ce qu'on a des intérêts qui peuvent s'aligner ? Pour l'instant, on a l'impression qu'on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout même. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette question. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les ordres de grandeur, encore une fois, parlent pour eux-mêmes. Si cette règle des 1,5-2 ans est effective, et je crois qu'elle l'est à l'ordre 1, comment imaginer que l'on continue à focaliser nos dépenses sur le 1 euro et ne pas impliquer celui qui met les 5 puis celui qui met les 200. 1% de 200, ça fait 2, donc on peut multiplier le prix d'acquisition par 3 si on y trouve 1% d'intérêt avec celui qui va l'exploiter et l'utiliser.
Je crois que ça parle tout seul. Donc évidemment, il y a des points de sortie. Ça ne résout pas la question de comment on s'organise et comment on met les bons acteurs autour de la table, mais Monsieur François a suggéré de mettre les mutuelles, les assureurs, les collectivités. Je crois qu'on peut commencer par là. Il n'y a plus qu'à. Je ne sais pas si elle participe à cette journée, mais ça pourrait être un bon début. Alors, le temps passe malheureusement et on a pas mal de questions. Je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Alors, on va commencer par là. Les certificats d'économie d'énergie sont-ils toujours des leviers de recettes dans les projets immobiliers? Ces leviers ne sont pas assez développés à mon sens et les opérateurs bénéficiaires nous sollicitent beaucoup moins qu'avant. Alors, c'est plus une remarque qu'une question. Monsieur Hans, quelque chose à ajouter sur les certificats d'économie d'énergie? Ça n'a pas l'air de convaincre. Hein. Non, mais c'est un coup de pouce. Il y a un coup de pouce qui va dans le bon sens. Enfin, on a tous en tête qu'il y a tout un tas de dispositifs d'aide pour nous aider à mieux fabriquer des bâtiments neufs et à mieux rénover, et que tout ça est évidemment perfectible. Et donc, je ne crois pas que ce soit le nœud du sujet. Très bien. Alors, on va essayer de prendre une deuxième question. Les étiquettes opérationnelles des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de parcs immobiliers sont-elles suffisamment solides pour porter la transformation des bâtiments? Emmanuel François, ça vous parle? Non. Non, c'est trop technique, ça vous Peut-être parle? Julien. Julien, ça vous parle? Bon, j'imagine qu'on fait référence aux étiquettes énergétiques et environnementales du parc existant. Mais je crois que, en tout cas, je suis fermement convaincu. Lord Kelvin le disait il y a déjà un petit moment, si je ne peux pas mesurer, je ne peux pas progresser. Donc nous avons bien évidemment besoin de mettre à disposition des gens des éléments sur la connaissance de leur parc. Nous travaillons en ce moment même sur des projets d'ailleurs financés dans le cadre des C2E et dans le cadre des projets Profil, un projet qui s'intitule GoRénov, sur lesquels nous travaillons à la mise à disposition d'une base nationale de bâtiments qui permettra à des particuliers, comme chacun d'entre nous, de comprendre l'ensemble, de récupérer, on va dire, au clic, l'ensemble des informations sur son logement pour savoir quelle surface, quelle consommation d'énergie, quel équipement, quelle vétusté. Ça paraît trivial, hein, mais c'est des informations qui sont extrêmement diffuses aujourd'hui. On sait que si on ne met pas ces informations-là sur la table rapidement, les gens sont en difficulté pour prendre des décisions. Donc, nous aurons besoin de données pour prendre les bonnes décisions. On va avoir les outils très bientôt, on l'espère. On prend note de cette base de données et on ira la consulter. Alors, j'ai une question. C'est pour très très bientôt, en effet. Pour très bientôt. Alors, j'ai une question. Je pense pour vous, Monsieur Prigé, puis là, Étienne Denoy, volontiers si vous voulez rebondir. Comment faire pour avoir des projets qui ne soient pas isolés, que les réflexions soient vraiment partagées par nos organismes cousins et souvent voisins sur un territoire? Monsieur Prigé. C'est la difficulté. C'est vrai que la difficulté, c'est effectivement ça, c'est qu'on a tendance à penser son projet de façon isolée, c'est compliqué. Nous, on le voit, c'est... alors déjà au sein de l'institution de la sécurité sociale, voilà, on arrive à mutualiser parce que voilà, on est vraiment proche, mais avec d'autres acteurs publics, on essaye aussi régulièrement, mais on voit qu'il y a toujours après des logiques qui sont pas toujours les mêmes, des temporalités, voilà, qu'il faut réussir à faire coïncider. Donc c'est vrai que c'est une question, je trouve, il est dur d'apporter une réponse générale. Il faut créer des opportunités, en fait. Moi, je pense vraiment que l'opportunité, là, elle peut venir que localement, justement, parce qu'on a envie de porter un projet, on a envie de réfléchir, on va voir, et puis on arrive à se créer des choses, parce que c'est vrai que sinon, on s'aperçoit que nous, en tout cas, à notre niveau, c'est un peu... avoir une démarche nationale, on va dire, là-dessus, c'est pas toujours simple. Donc il faut, là, je crois que pour le coup, c'est vraiment aussi localement à chacun d'essayer de faire avancer. Nous, on ne peut être là-dedans qu'un soutien, en fait, et apporter notre appui. Un facilitateur, voilà, mais l'initiative, et ça va aussi dans le sens de l'implication, c'est une forme d'implication des occupants aussi. Hein. À un moment donné, oui, il faut...
les organismes locaux sont propriétaires de leurs bâtiments bien souvent, hein. Non, mais c'est eux les maîtres d'ouvrage en tout cas, donc il y a aussi à un moment donné l'impulsion, elle doit venir de là, je pense. Très bien. Et là, Étienne Denoy, c'est exactement le sujet hein, de ces 3 jours. Hein, comment on essaime finalement. Est-ce qu'il y a des recettes à l'échelle d'un territoire, à l'échelle locale, que vous avez vu peut-être déployer ou qui pourraient être déployées pour avoir une approche peut-être un peu plus partagée? Alors, le travail en équipe et le mode projet multi-parties prenantes, ça représente toujours un défi, hein, quel que soit le sujet qu'on aborde. Moi, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont particulièrement importantes. Je crois beaucoup, parce que pour l'avoir vu concrètement sur le terrain, hein, l'initiative Impulsion 2021, coportée par Lucans et Green Solus, est un exemple, mais je pourrais citer beaucoup d'autres initiatives de ce type-là. C'est d'abord l'alignement des intérêts et le cadre incitatif qu'on propose aux acteurs. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de parties prenantes, pourquoi est-ce que les organismes d'une même institution auraient intérêt à se mettre autour de la table sur un projet? Ça, c'est le premier point. Ne pas oublier que si on ne travaille pas la question de l'intérêt et du cadre incitatif, c'est comme en matière de politique publique, il ne va pas se passer grand-chose en matière de mobilisation. Et ça vaut quelle que soit l'échelle qu'on considère, que ce soit l'ultra-local, le régional, le national, voire l'européen, et même les discussions au niveau international. La deuxième dimension, c'est la réplicabilité. Vous pensez une dynamique collective qui est une dynamique one-shot, ça n'a pas exactement le même impact pour les acteurs qui sont autour de la table et qui sont mobilisés qu'une méthode. Et quand je dis méthode, ça ne veut pas dire recette. Parce que il y a bien entendu un contexte spécifique d'une institution, un contexte spécifique au niveau d'un territoire. La Bretagne, c'est pas la même chose que de monter un projet en Corse ou en Nouvelle-Aquitaine au niveau des territoires. La sécurité sociale n'est pas la même institution publique et n'a pas le même fonctionnement que le ministère des Finances. Vous voyez, donc il y a aussi cette dimension-là. Mais si on fonctionnait plus dans une logique de pourquoi est-ce qu'on fait ce projet ? Pourquoi les acteurs ont intérêt à se réunir ensemble? Parce que ça demande un effort de réunir et de mobiliser, de fédérer, de sensibiliser, de faire monter en compétences. Est-ce qu'on est dans une logique de feuille de route réplicable, de méthode? Ça, je pense que c'est un vrai intérêt. Et des voisins européens sont très bons sur cette dynamique-là. On se compare souvent à nos voisins allemands, à nos voisins des pays nordiques, voire à nos voisins britanniques, sur un certain nombre de sujets. Cette logique de méthode à déployer, à répliquer, est vraiment au cœur de la dynamique culturelle des projets. Et je pense qu'en France, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait déployer davantage. Et puis l'autre élément important, et ça, Philippe Pelletier l'a mentionné, c'est je crois aussi beaucoup au rôle d'un réseau d'ambassadeurs. Le programme Impulsion 2021 est unique et très impactant dans le sens où tous les agents de l'institution de la sécurité sociale, qui sont des citoyens, sont de potentiels relais ambassadeurs à travers les territoires pour enclencher la dynamique une fois qu'ils rentrent chez eux sur la partie transition énergétique, transition environnementale, transition digitale et plus largement transition sociétale. Et je voudrais partager avec vous, Sharon, quand même l'origine même d'Impulsion 2021. Oui. Je pense que c'est intéressant. Quand on a planché au tout démarrage du contenu du programme, on s'est posé la question avec Lucans du caractère symbolique. Et on est un pays qui fonctionne beaucoup par symbole. On a tendance à l'oublier, mais il y a quand même cette dimension-là. Avant l'exemplarité, la réplicabilité, il y a le symbole. Aujourd'hui, à travers toute la France, où que vous habitiez, alors si on part du principe qu'on habite en espace urbain, quels sont les bâtiments avec lesquels on entretient un lien affectif? Parce que l'émotion, c'est important sur ces sujets-là. Il y a la mairie, la gare, l'école,
Et puis, vous avez aussi un bâtiment, généralement, qui appartient à une caisse nationale de sécurité sociale. Ça peut être le bâtiment de la CAF, ça peut être l'assurance maladie. Et on a tous un rapport assez affectif avec notre carte vitale. C'est pareil par rapport aux actifs tangibles, réels, qui façonnent et qui structurent les territoires. Et donc, on s'est dit, si on travaille sur ces bâtiments emblématiques-là, qui font partie des bâtiments symboliques de France à travers tout le territoire français, et qu'on arrive à sensibiliser, faire monter en compétences, engager à travers le dispositif digital qu'on a mis en place, et cette capacité de mise en réseau avec des univers autres, avec lesquels l'institution a vocation à travailler, que sont les acteurs privés, publics, les sociétés de toute taille, de la TPE en passant par la PME, le TI, la start-up, on peut avoir une vraie mobilisation collective et surtout donner envie à d'autres acteurs publics et d'autres acteurs privés de faire de même. Et j'étais passée sur Europe 1 oui, c'était à l'automne, juste après le lancement du programme à l'automne 2019, et le journaliste m'avait dit quel est le rapport entre la transition énergétique, la sécurité sociale et la réplicabilité. Sur ces sujets-là, l'UCANS et l'Institution de la sécurité sociale sont des fers de lance de cette dynamique collective au niveau national. Et les objectifs nationaux qu'on a dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et plus largement sur le sujet énergie et environnement ne pourront pas se faire si on n'a pas une massification des méthodes qui fonctionnent. Et Impulsion 2021, c'est une méthode qu'on peut répliquer avec tous les acteurs qui sont présents lors de ces 3 jours du forum. Eh ben, il n'y a plus qu'à. Alors, je vais vous demander un mot de conclusion à chacun. On a un temps qui va être suffisant, mais pas infini. Donc, on commence par vous, Monsieur Emmanuel François. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et quel est le rythme à tenir pour arriver à cette vision que vous nous avez décrite? Alors, on a vu qu'effectivement, c'est bien d'avoir à se focaliser sur la transition énergétique et des bâtiments, mais il faut avoir une démarche plus large, plus macro. Et que le modèle économique, quelque part, est un sujet central. Et je voudrais faire le point là-dessus, justement. Je ne vais pas donner tout de suite de solutions, ce serait trop facile, mais des pistes. On parle beaucoup de coercition. Encore tout à l'heure, on a parlé de coercition, de lois, de règles, réglementation. Il faut un État avec des règles et des réglementations. Mais aujourd'hui, je fais un appel à beaucoup plus d'incitation comportementale, d'incitation à faire bien, d'incitation à apporter des externalités positives. L'installateur électricien, s'il fait un bon travail, s'il choisit des bons équipements, effectivement, on va aller vers une optimisation énergétique, peut-être optimisée. Et c'est juste un exemple où le promoteur immobilier, effectivement, s'il rend un bâtiment qui va rendre beaucoup plus de services énergétiques, plus de confort, etc., eh bien, il faut qu'il y ait de l'incitation. Et cette incitation, aujourd'hui, on peut la tracer avec les outils numériques. Mais cette incitation, c'est pas, je citais l'installateur électricien ou le promoteur immobilier, mais c'est aussi l'usager. C'est inciter l'usager à avoir un comportement positif, environnemental, à ne pas ouvrir la fenêtre inconsidérément, à trier ses déchets, à optimiser l'eau, etc., etc. Vous voyez, donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'outils pour aller vers un comportement et impliquer tous les acteurs. Et c'est toute la chaîne de valeur. L'usager, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les collectivités, etc. Et ça m'amène à parler d'un nouveau modèle économique ou un modèle alternatif. Alors vous allez dire que j'ai un peu fumé la moquette, mais ceci étant, j'ai lâché cette idée déjà au Palais Brongniart dans le cadre du lancement du Livre Blanc avec Pôle Finance et Innovation. Aujourd'hui, tout notre modèle est basé sur le modèle de la finance, que je ne contexte pas. Mais finance, ça vient de finis, le terme. Et quelque part, l'objectif, dès que je finis, c'est qu'est-ce que je vais gagner. Une fois que j'ai fait mon installation électrique, une fois que j'ai livré mon bâtiment, eh bien, qu'est-ce que je gagne? Et c'est fini. Eh bien, je parle au nom du bâtiment et de dire,
on va vers la débutance. La débutance, c'est l'inverse de la finance et c'est complémentaire. On est sur une économie de l'usage et non pas de la propriété. Et donc, c'est d'impliquer tous les acteurs, parties prenantes du bâtiment, exploitants, usagers, fournisseurs, industriels, dès le début du bâtiment, dès le début du projet, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment en rénovation. Et là, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des traceurs et ils sont incités à cette optimisation de l'usage. Alors c'est peut-être une autre économie, une économie basée sur des tokens, mais qui vont venir dans leur bilan, dans le bilan des entreprises, sur un compte carbone, sur un compte social, un compte environnemental, etc. Et vous voyez, c'est une trace. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on met ça en place, je pense qu'on peut répondre à des objectifs. Et c'est ce que je veux faire avec la ville de Nevers, à l'expérimenter à l'échelle de quartier. Bon, bah écoutez, on viendra à Nevers pour voir tout ça. Monsieur Prigelet, quel est votre mot de la fin? Tout ça, on l'a compris, hein, passer de la vision à la concrétisation, c'est pas incantatoire, hein, c'est pas évident. Ça passe plutôt par des paliers, par une approche progressive. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir? Oui, je pense que voilà, à un moment donné, nous on est confrontés on a des bâtiments qui sont en général vieillissants, qu'il faut remettre aux standards. Donc effectivement, il faut prendre tout ça. Il y a aussi des questions de maturité des organisations, je veux dire, à absorber tous ces changements. Donc il faut prendre tout ça en compte. Ce qui est sûr, c'est que si on veut y arriver, je crois que nous, à notre niveau, il faut qu'on soit un peu moteur, qu'on incite et qu'on vraiment... Ça a été dit depuis ce matin, mais c'est vraiment prendre ça comme des opportunités de transformation, des opportunités de repenser sa stratégie immobilière, de repenser, aussi de mieux maîtriser l'exploitation de ces bâtiments, parce que c'est vrai que jusqu'ici, c'est un peu des trucs qu'on maîtrise mal. Donc, et puis aussi, bien sûr, la qualité de vie au travail, le confort des usagers. Donc ça, je crois que c'est vraiment important d'insister là-dessus et puis d'avoir une approche qui soit personnalisée en fonction des spécificités de chacun, parce que les activités sont pas les mêmes, les équipes sont pas les mêmes, les bâtiments aussi sont pas... on peut pas raisonner un bâtiment en général. Un bâtiment, c'est à chaque fois un bâtiment avec des caractéristiques spécifiques, avec des particularités. Donc il faut prendre tout ça en compte. Et c'est vrai que c'est le défi pour nous, voilà, mais c'est ce qui est intéressant aussi. C'est toute la difficulté. Ouais, mais tout l'intérêt. Voilà. Merci, Monsieur Prigelet. Monsieur Hans, quel est votre mot de la fin et finalement le chemin a l'air quand même, il est tracé, mais il y a beaucoup d'étapes pour y parvenir. On n'y est pas encore. Je suis très, très en ligne avec beaucoup d'éléments de synthèse qui ont été proposés par les autres intervenants. Je retrouve totalement la dimension de la mobilisation générale et du partage. Je crois que si on réfléchit par exemple sur les enjeux sur le réchauffement climatique, qui sont quand même tout juste devant nous, il n'y a plus la place pour autre chose que de se mobiliser massivement et de partager tous ensemble les différentes initiatives sans les opposer. On voit bien l'exemple de la réglementation environnementale 2020. Pour certains, c'est pas assez. Pour certains, on aurait pu faire mieux. Pour d'autres, c'est trop. Rappelons-nous que c'est une voiture-balai, une réglementation, et qu'il faut aussi la place pour les leaders pour expérimenter. Le deuxième mot-clé qui me parle beaucoup, c'est ce qui a été dit, c'est qu'il faut sortir du cadre. Je crois aujourd'hui, Emmanuel François nous y invite en particulier, sortons du cadre et réfléchissons complètement différemment. Et ça, effectivement, ce sera pas simple. Et puis... la dernière intervention nous dit finalement il faut le faire aussi dans tous les projets, et dans tous les projets, c'est le terrain, c'est la vraie vie. Et je crois que dans la vraie vie, il faut qu'on accepte de mesurer ce que l'on fait pragmatiquement. On ne fait pas que des bons bâtiments. Ce n'est pas très grave en soi, ce qui est dommage, c'est de les répéter. Donc je crois que acceptons de mesurer ce que nous faisons, que ce soit pour mesurer les performances environnementales, performances économiques, les services que l'on apporte,
acceptons tout simplement, pourquoi pas, que ce soit les usagers qui nous disent, in fine, ce qu'ils pensent des bâtiments qu'ils utilisent. Ça se fait dans beaucoup de domaines aujourd'hui, ça ne se fait pas encore pour les bâtiments ou pour les projets d'aménagement. Et effectivement, le chemin devant nous est pas trivial, mais sans mobilisation générale et sans partage massif de toutes les pratiques, j'ai bien aimé le terme, non pas de recettes, mais effectivement de grands guides, de méthodes que l'on peut challenger de manière itérative, il n'y aura pas d'issue. Merci. Alors, Ella Etienne Denoy, on a commencé par vous, on a ouvert cette journée avec vous, alors vous aurez le privilège d'avoir le mot de la fin. Et je vais faire vite. Je pense que ce qu'il est intéressant peut-être en guise de mot de la fin d'avoir à l'esprit, c'est quand on sera en 2030 et quand on sera en 2050 et qu'on regardera le chemin parcouru, est-ce qu'on en sera fier ? Est-ce qu'on aura pris le virage environnemental, le virage digital et plus largement le virage sociétal à tous les niveaux des organisations et au niveau de notre société, comme on peut l'imaginer être de la manière la plus vertueuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le passage à l'électricité, au début du XXe siècle, personne remet ce virage-là en question. Et il va être encore plus massif dans les années à venir. Absolument. Parce qu'on va passer en fait au tout électrique quasiment. Absolument. Et puis après, on pourrait avoir toute une discussion sur l'hydrogène également, parce qu'on a parlé de mobilité électrique, mais il y a aussi bien d'autres thématiques aussi à creuser. Donc je pense que cette projection, voilà, absolument. Mais cette projection dans l'avenir, elle est importante. Et puis moi, la projection dans l'avenir qui m'intéresse, c'est pas juste la projection à horizon 2050. Parce que 2050, c'est une façon aussi de décaler l'action opérationnelle. Et 2030, c'est-à-dire d'ici 9 ans, ça, c'est une échéance opérationnelle d'action concrète. Donc j'incite aussi tous ceux qui nous entendent et qui participent au Forum Impulsion 2021 d'avoir comme première échéance concrète opérationnelle 2030. Donc les projets à fort potentiel de démonstration et de réplicabilité, c'est maintenant qu'il faut qu'on les fasse et qu'on les réplique. Les Nevers, les Montréal à travers toute la France et à travers l'Union européenne, c'est maintenant. Et on a une vraie opportunité d'être les fers de lance aussi au niveau international sur cette partie-là. Et puis le dernier sujet sur lequel je voudrais insister, alors on en a beaucoup parlé, donc je vais pas refaire la table ronde, mais la dimension de pédagogie du haut vers le bas, si vous me permettez l'expression, et du terrain vers le haut, en impliquant l'ensemble des parties prenantes, quel que soit le profil. Qu'on parle d'un profil généraliste ou d'un profil technique, comme on l'a fait à travers nos dispositifs digitaux de sensibilisation et de mise en réseau dans le cadre du programme Impulsion 2021. Et ne jamais oublier que qui dit sensibilisation dit ensuite montée en compétences, dit animation aussi. Enfin, c'est pas laisser les personnes seules avec les sujets, mais d'avoir vraiment des dispositifs d'animation dans la durée. Et c'est ça qui permettra l'engagement pour l'action. Et moi, mon appel pour rejoindre la dynamique d'Emmanuel François, avec Julien Hans, Monsieur Prigelet et bien d'autres encore, c'est à travers les territoires, acteurs publics et acteurs privés, quelle que soit la taille, de pouvoir travailler ensemble à des méthodes réplicables qui nous permettent de faire en sorte qu'on ne parle plus de prospective, mais qu'on parle vraiment de réalité concrète dans les années à venir. Écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis au cours de cette matinée que vous pourrez retrouver en ligne sur le site Les Échos, Le Parisien Événement et sur le site, j'en doute pas, d'Impulsion 2021. J'espère que vous allez rester en ligne pour la suite des interventions au cours de ces 3 jours. À très bientôt. Merci.